Voyage en récit Laurent Meyer. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Monsieur Meyer, merci de nous accueillir pour cette émission donc, de Voyage en récit sur RCF en Finistère, dans votre bureau à Roscoff, dans la presqu'île de Peraridi. Vous êtes chercheur depuis plus de 30 ans, donc vous êtes chercheur au CNRS, qui est une maison qu'on ne présente plus en France, et depuis plus de 13 ans, je crois, vous êtes installé ici à Roscoff. C'est bien ça, c'est 13 ans ? Exactement, donc moi j'ai passé 32 ans au CNRS, que j'ai quitté définitivement en 2011. En réalité, on ne quitte jamais le CNRS, il faut partir en retraite, mourir ou être licencié. Et pour être licencié du CNRS, il faut être très créatif, je pense. C'est comme une académie française en quelque sorte, oui, immortelle au CNRS ? Non, voilà, c'est un poste assez stable, on va dire. Et donc j'ai quitté pour monter une première société qui s'appelle Manros Therapeutics, qui existe encore et qui travaille sur la mucoviscidose. Et puis plus récemment, une autre société qui s'appelle Pera Pharmaceuticals. Et Pera, c'est le nom une abréviation du nom de la presqu'île Peraridi, dans laquelle nous sommes installés. Il y a un centre de soins qui s'appelle la Fondation Ildis et qui occupe la plus grande partie de la presqu'île, et on a la chance d'utiliser un des bâtiments qui a été rénové par la communauté de communes pour en faire des laboratoires de recherche. Et simple question, mais la vue dont vous jouissez ici dans ce bâtiment sur cette étendue maritime parsemée de cailloux, de rochers, de courants, on voit les vagues qui se cassent à l'horizon, ne vous distrait-elle pas trop de vos travaux ? Non, ça ne me distrait pas, mais je la regarde beaucoup, et même après 10 ans après, je continue à prendre des photos par ma fenêtre. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change en permanence et qu'on est ébloui. Et c'est peut-être ça la définition de la beauté, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas, quoi. Dont on ne se lasse pas. C'est un peu ça. Alors parlons de vos travaux, parce que vous êtes spécialisé dans la recherche sur la biologie cellulaire, moléculaire. Donc vous avez consacré votre vie à l'étude des protéines kinases. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez dire, pour les auditeurs qui nous écoutent, en quoi consiste-t-elle ? Alors les protéines kinases, c'est une famille de protéines qui sont vraiment essentielles à la vie. Il y en a vraiment dans tous les organismes vivants, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par les plantes. Et ce sont des protéines qui régulent d'autres protéines. Et c'est le mécanisme que les cellules utilisent pour contrôler leurs protéines en changeant leur niveau de phosphorylation. La kinase phosphoryle, elle greffe un phosphate sur les protéines, et la protéine, quand elle est phosphorylée, elle change un petit peu de propriété. Elle devient active ou inactive, ou elle est détruite, ou alors elle est excrétée, ou elle change d'endroit dans la cellule. Et leur importance, elle est assez bien illustrée par le fait qu'il y a eu 4 prix Nobel dans ce domaine. Ce qui est un peu hallucinant en biologie ou n'importe quel domaine, quand un prix Nobel est attribué, le domaine reste un petit peu fermé pour un bon bout de temps. Et là, il y a eu 4 prix Nobel différents pour des gens qui ont travaillé sur les kinases, des phosphorylations, et donc qui sont impliqués vraiment partout. Et tous les événements physiologiques impliquent des kinases et des phosphorylations. Alors, est-ce que ces 4 prix Nobel sont un encouragement ? Et comment dire, s'il y a déjà eu 4 prix Nobel, c'est qu'on a peut-être encore beaucoup de choses à découvrir à leur sujet ? Alors oui, parce que en fait, ces kinases et donc les phosphorylations qu'elles catalysent sont impliquées dans tous les événements physiologiques et en conséquence dans la plupart des pathologies humaines. Et donc, ces kinases sont devenues la première cible de l'industrie pharmaceutique dans sa recherche de nouveaux médicaments. Donc, elle cherche à inhiber, ralentir, freiner l'activité des kinases qui, en général, sont trop actives dans différentes maladies. Alors, lesquelles exactement ? Vous avez parlé de la mucoviscidose ? Alors, on travaille sur la mucoviscidose, la polykystose rénale, les accidents vasculaires cérébraux, les pertes auditives. Donc on cherche à prévenir les pertes auditives induites par le bruit, l'exposition à des produits ototoxiques. Et puis également les déficits cognitifs qui sont associés à la trisomie 21 et à la maladie d'Alzheimer. Alors oui, parlons-en, parce que j'avoue humblement que je ne vous connaissais pas personnellement avant de lire donc l'article qui vous était consacré dans la lettre de la Fondation Jérôme Lejeune de novembre dernier, fondation qui a fait parler d'elle récemment, puisque le professeur Jérôme Lejeune a été reconnu comme vénérable par l'Église en début d'année, le 11 janvier dernier, et un bel article vous a été consacré donc à vos travaux. Quel est le lien donc entre ces
l'activité de ces cellules et justement la trisomie 21? Alors, en fait, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Donc, la trisomie 21, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 chromosomes 21 au lieu de 2, comme dans la situation normale, on va dire. Et sur ce chromosome 21, ce chromosome 21 est constitué d'environ 250 gènes qui codent pour 250 protéines. Et parmi ces 250 gènes, il y a 3 gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Et ce qui fait que les trisomiques développent la neuropathologie Alzheimer à un âge précoce, vers 35-40 ans. Et puis le taux de démence devient très important au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Au-delà de 65-70 ans, le taux est vraiment considérable. Et donc en fait, la trisomie, ça peut être considéré aussi comme une maladie d'Alzheimer accélérée. Et ce qui nous offre une possibilité d'étudier cette maladie sous un angle un peu différent de ce qui est fait habituellement. Et donc notre objectif, c'est de nous focaliser sur un de ces gènes, qui est justement une kinase, qui s'appelle DIRK1. Oui. Donc cette kinase, elle est impliquée directement dans les déficits cognitifs, et qu'on trouve à la fois en trisomie et en maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'elle est, donc elle est légèrement plus active, puisqu'il y en a 1,5 fois plus que la normale, et cette petite augmentation d'activité est suffisante pour déclencher des déficits d'apprentissage, de mémorisation, de localisation dans l'espace. Et on va essayer de corriger ce léger excès, 50% en trop, par des molécules, des petites molécules, des inhibiteurs, qui vont ralentir, freiner l'activité de cette kinase qui est trop exprimée. Vous avez déjà sélectionné les candidates? Alors on a passé des milliers de produits, plus de 50 000 produits, sur des tests visant à freiner, à inhiber DIRK1. Parmi les 50 000 produits, on en a trouvé une petite dizaine, et on a sélectionné un qui s'appelait l'eucétamine B. Et l'eucétamine B, c'est un produit, une substance naturelle produite par une éponge marine du Pacifique. Et en fait, on ne sait pas pourquoi cette éponge fabrique ce produit, mais elle en fabrique beaucoup. Et ça reste un point inconnu. Et d'ailleurs, même on se demande si c'est l'éponge qui fabrique ce produit, ou bien des bactéries qui sont associées à l'intérieur de l'éponge. Donc ça, c'est encore plein de choses à étudier. Mais toujours est-il qu'on a choisi cette molécule, et du coup, on a commencé à faire des synthèses de cette molécule et de dérivés. Alors, tous ces produits, on en a fait plus de 500 molécules différentes, en changeant atome par atome. On les a appelés leucétine. L'éponge, elle s'appelle leucéta, le produit naturel leucétamine, et les dérivés, les 500 premiers dérivés, on les a appelés leucétine. Et ces produits, ça nous a permis de faire une preuve de concept chez l'animal, c'est-à-dire qu'on a des modèles animaux qui sont trisomiques à des degrés divers, et puis des animaux qui sont des modèles de la maladie d'Alzheimer. Donc tous ces animaux ont des déficits d'apprentissage qu'on peut mesurer, et quand on les traite avec ces produits, on corrige en grande partie ces déficits de mémoire. Et cette éponge, en avez-vous déjà vu? Ça, c'est un peu ironique, mais j'en ai jamais vu en réalité. On est tombé sur ce produit parce qu'il était dans des collections, il avait été resynthétisé par des chimistes qui avaient isolé le produit naturel. Mais en réalité, j'ai jamais vu cette éponge, et j'aimerais bien faire sa connaissance. Mais alors justement, comment faites-vous le lien? Parce qu'on vous imagine ici dans le laboratoire, vous êtes en train d'étudier donc la DIRK1. Comment arrivez-vous à connaître ce produit issu de cette éponge? Parce qu'il faut une connaissance assez phénoménale à la fois du monde animal. Là, cette éponge elle est dans le Pacifique. On est ici à Roscoff. J'imagine qu'il y a des liens entre chercheurs, des comptes rendus, des thèses, des articles. Alors on est tous uniquement des maillons d'une grande chaîne, et donc il y a plusieurs dizaines d'années, des chercheurs, comme il en existe pas mal, qui font de la recherche assez fondamentale sur les substances naturelles. Donc ils extraient à partir d'organismes marins, de plantes, d'algues, beaucoup des éponges sont très riches en produits intéressants. Donc ils extraient des nouveaux produits, ils les purifient, et ils identifient leur structure, et ils publient en général, et en fait il n'y a pas vraiment d'application, on décrit des nouvelles structures fabriquées naturellement par ces organismes. Et puis petit à petit, d'autres chercheurs, des chimistes vont essayer de resynthétiser les produits pour en avoir davantage, et éventuellement étudier leurs propriétés plus en détail. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur cette molécule qui était dans une collection de composés d'origine naturelle. Vraiment, c'est le hasard pur, mais quand même grâce à des chercheurs qui faisaient de la recherche très académique sur ces molécules. Alors, par rapport à la fondation, parce que comment avez-vous été en lien avec eux? Suite à vos travaux, vous vous êtes dit, tiens, il y a
possiblement un lien avec la trisomie, je vais les contacter ou ce sont eux qui disent mais tiens, lui, il travaille sur quelque chose qui nous intéresse. Alors c'est plutôt, plutôt moi qui les ai contactés, puisque le lien qu'il y avait entre DIRCA, cette kinase, et trisomie et Alzheimer, ça nous renforçait évidemment dans l'idée de contacter la fondation. Je vais peut-être continuer juste sur un point sur les molécules. Donc les leucétines, donc ça, on a déposé un brevet en 2007. Alors, mais on a quand même décidé de ne pas continuer sur ces molécules parce que le brevet commençait à être ancien. Et ces molécules avaient un petit défaut, c'est qu'elles ne passent pas la barrière intestinale. Donc si on les prend par voie orale, ça s'arrête là. Ça sert à rien. Donc ça, c'est pas très utile. Enfin, c'est problématique. On peut faire des injections, mais c'est quand même moins transposable chez l'homme. Chez la souris, ça va, mais pas chez l'homme. Et donc on a fait une famille de deuxième génération qu'on appelle leucétinib. Et là, on a déposé un brevet en 2020, avril 2020. Donc là, on a beaucoup plus de temps. Un brevet, vous savez, ça dure. Vous avez 20 ans devant vous. Donc là, jusqu'à 2040, on est un petit peu tranquille. Ceci dit, le sablier est retourné. Chaque mois qui passe, c'est un peu moins de possibilités d'utilisation. Et donc ces nouvelles molécules, les leucétinibes, donc des inhibiteurs de deuxième génération, alors ces molécules passent la barrière intestinale. Donc aux animaux qu'on a utilisés, des souris ou des rats, on peut leur donner le produit par voie orale, et ça passe à travers la barrière intestinale, ça passe dans le cerveau, et ça corrige ou ça ralentit ou ça freine la DIRCA1 du cerveau, qui est en excès, et ça corrige les déficits cognitifs également. Et donc, donc parmi ces produits, au total, on a synthétisé près d'un millier, ou plus d'un millier. Parmi ces 1000 produits, on en a sélectionné une qui s'appelle leucétinib 21. Alors 21, c'est trisomie 21, c'est 2021 aussi, ça tombe bien. Ça, c'est notre candidat médicament, et c'est lui qu'on va amener vers la clinique. Alors pour le moment, il y a encore il y a deux choses à faire très importantes. C'est synthétiser un lot préclinique, une grosse quantité, environ 1 kg de produit, 1,5 kg. Ah, 1 kg, oui. Ah, c'est vraiment considérable. Alors c'est un coût aussi considérable, c'est dans les 300 000, 400 000 euros pour faire 1 kg. Et puis ça doit être synthétisé par une société agréée qui suit des normes bien précises. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, il faut mener des études qu'on appelle précliniques réglementaires, donc pour étudier vraiment la tolérance, la toxicité éventuelle, en long et en large, sur toute une série de tests. Et ça, vous ne pouvez pas le réaliser vous-même. À nouveau, on doit faire appel à une société agréée, de façon à ce que les résultats soient indépendamment de vous, que ce soit vraiment, il n'y ait pas un conflit d'intérêts. On ne peut pas être jugé parti, quoi. Voilà, on ne peut pas être jugé parti. Donc là, c'est aussi une étude qui va prendre 1 an et demi, à peu près 900 000 à 1 million d'euros. Ah oui. Alors voilà, on rentre dans des coûts assez considérables. Ceci dit, à l'issue de cette étude, vous avez un produit que vous pouvez fabriquer en quantité industrielle. Il y a un process industriel précis. Et vous avez montré que le produit n'est pas toxique et est bien toléré et va dans le cerveau où il doit aller. Donc, en réalité, on a déjà ces résultats, mais par nous-mêmes. Donc, il faut qu'on les fasse valider par cette société extérieure. Et puis, j'imagine qu'il y a l'agence de sécurité du médicament doit intervenir ensuite. Oui, voilà. Donc, une fois que vous avez rassemblé toutes ces données, vous présentez auprès de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, la NSM, ou la FDA aux États-Unis, ou l'EMA pour l'Europe, et vous demandez l'autorisation de faire un test clinique. Et alors ça commence par une étude de phase 1, qui est l'étude de tolérance chez l'homme. Donc on va faire une escalade de dose, on va augmenter la dose petit à petit, et puis suivre les patients, les patients, c'est volontaire ça en réalité, voir qu'il n'y a pas de toxicité, et puis essayer de trouver la dose maximale tolérée sans aucun effet secondaire. Alors on est assez rassuré parce que chez la souris et chez le rat, en fait on n'a pas trouvé de toxicité jusqu'ici. On a augmenté les doses plus de 200 fois la dose efficace qui corrige les déficits cognitifs. Et quand on monte plus de 100 ou 200 fois cette dose, on n'a toujours pas de toxicité. Donc, alors c'est même presque un problème, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même trouver quelle est la dose maximale tolérée, mais pour le moment, on ne l'a pas atteinte, et donc la fenêtre est vraiment très grande entre la dose efficace et la dose potentiellement toxique qu'on n'a pas encore découvert. Mais ce qui compte, c'est la dose efficace ? Non, ce qui compte, c'est la dose efficace par rapport à la dose toxique.
Si par exemple vous avez un produit qui est toxique à 2 fois la dose efficace, ben, si vous vous trompez de dosage, vous prenez 2 gélules au lieu d'une, Oui. ben, là vous avez les problèmes toxiques. Si le rapport est de 1 à 100, il y a peu de chances que vous preniez 100 gélules au lieu d'une. Mmh. Et donc il n'y aura pas d'accident. Voilà. Ou alors, vous voyez, une personne qui va faire 50 kilos, qui va prendre, Oui. ou 100 kilos, ben, elle n'aura pas le même rapport. Mais là, je comprends que pour le moment, du coup, c'est plutôt rassurant. Ah, c'est très rassurant, sauf qu'il va falloir qu'on produise beaucoup de produits pour Ah oui. étudier sa toxicité chez l'animal, pour atteindre quelque chose qui arrive. On veut savoir quelle est la limite, quoi. Oui. Et qui va nous aider à définir la limite de ce qu'on pourra donner chez l'homme dans les essais de clinique phase 1, donc de tolérance. Alors ça, c'est pour la toxicité, mais pour l'efficacité, comment pouvez-vous mesurer l'efficacité de la potion, si j'ose le terme, sur les animaux? Alors sur les animaux, il y a toute une batterie de petits tests D'accord. d'apprentissage. Donc il y a le test de reconnaissance de nouvel objet. Vous montrez à la souris, par exemple, 2 objets identiques. Et le lendemain, vous remplacez un des objets par un nouvel objet. Et vous regardez bien ce qu'elle fait, vous mesurez le temps qu'elle passe à renifler, à faire le tour de chaque objet. Et elle se souvient de l'objet qu'elle a vu, elle va passer plus de temps sur le nouvel objet, autour de 65-70% de son temps. Et elle va passer 35 à 30% sur l'objet familier. Donc là, on voit qu'elle se souvient. Et dans la souris trisomique, elle passe 50% de son temps sur chacun des objets, parce que chaque objet est neuf, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a vu la veille. Alors vous parlez de milliers de produits élaborés ici, étudiés ici, mais comment cela se passe-t-il? Parce qu'on imagine ça prend, pour chacun, ça doit prendre un certain temps. Le nombre d'essais qui doivent être faits, je sais pas, Il y a des produits qui résistent. Il faut Oui. peut-être parfois quelques mois pour faire un produit. Et puis tout d'un coup, on a ouvert une voie, le protocole s'applique à 50 produits. Et puis du coup, on avance très, très rapidement sur une petite série, jusqu'à ce qu'on tombe sur un nouveau plafond de verre qu'il faut traverser. Oui. Et petit à petit, ça se fait. Donc là, pour les 500 derniers produits, donc la nouvelle famille, les leucétinib, on a mis 2 ans et demi à peu près pour faire 500 produits. Donc c'était assez rapide par rapport à la famille précédente. On avait une dizaine d'années pour faire le même nombre de produits. Ah oui. Alors justement, ça m'amène une question sur l'endurance que nécessite votre métier et peut-être l'encadrement aussi de l'équipe, parce que j'imagine que vous n'êtes pas tout seul. Il faut être à la fois tenace et impatient. Parce que moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ça marche, je suis pressé, entre guillemets, et puis en même temps il faut être tenace et il ne faut pas lâcher. Quand ça ne va pas, il ne faut pas lâcher du premier coup, il faut insister. Si la porte ne s'ouvre pas, il faut passer par la fenêtre, il faut forcer un peu le destin, quoi. Alors question simple, vous êtes chercheur, comment vous vous levez le matin? Comment arrivez-vous ici? Vous êtes dans un esprit de conquérant, vous êtes dans un esprit d'espérance, vous êtes dans un esprit de bon, ça n'a pas marché hier, peu de chance que ça marche aujourd'hui, mais il faut quand même le faire. Il n'y a pas une routine qui s'installe un peu non, et comment on la combat? Est-ce que vraiment cette espérance peut être nourrie par peut-être les patients qui vous attendent? Alors il n'y a pas trop de routine, parce que d'abord j'ai plusieurs sujets, donc j'ai aussi ces préventions des pertes auditives, et puis dans un même sujet vous avez des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Il y a toujours quelque chose qui marche mieux qu'une autre. Quand vous avez un problème sur un sujet, en général c'est associé aussi à quelque chose qui marche ailleurs, donc c'est rare de perdre vraiment le moral. Alors ce qui est le plus dur, c'est peut-être la partie recherche de financement. Ça occupe, on va dire, 25% de mon temps. Et donc des fois là, j'ai l'impression je suis un peu en train pas de perdre mon temps, parce que c'est non seulement utile, mais c'est nécessaire, mais je fais pas le métier pour lequel je suis payé et que votre cœur bat. Métier, oui. voilà. C'est ça. Donc là, c'est un peu normal. Enfin, c'est un peu normal entre guillemets, parce que je pense qu'il y a peu d'industries dans lesquelles on engage des ouvriers et puis on leur dit maintenant il faut que vous cherchiez de l'argent pour travailler. C'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que vous ressentez un effet de cette pandémie mondiale du Covid sur ce point-là, peut-être? Alors, il y a peut-être des instances auxquelles vous auriez attendu peut-être quelque chose de leur part, ou au moins une écoute, et puis qui ne le sont peut-être plus? Alors, les fonds d'investissement qui sont en général quand même assez frileux et lents, l'ont été encore plus, dans la mesure où elles ont, dans l'angoisse générale, ont plutôt essayé de renforcer les sociétés dans lesquelles elles avaient déjà investi. On peut les comprendre, pour essayer de renforcer ce qu'elles avaient. Et du coup, se sont moins intéressées à des nouveaux projets. Elles s'intéressent aussi
plus sur à des sujets court terme qu'à des sujets long terme comme les nôtres. Ceci dit, il y a un effet inverse qui est la démonstration que la biotechnologie, la recherche, c'est quand même bien utile. Et ces vaccins ils sont miraculeux et c'est vraiment le fruit de la recherche et de l'industrie pharmaceutique et des investissements bien placés. Donc je pense que l'intérêt pour la biotechnologie et la recherche va plutôt grandir et je pense que beaucoup de gens souhaitent que les banquiers investissent ou leur argent soit investi dans des projets liés à la santé, bien au-delà de la Covid-19. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt favorable, je pense. Donc au quotidien, j'imagine qu'il faut rester vigilant sur le temps que vous consacrez à la recherche pour la recherche scientifique et puis la recherche pour le financement. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une tentation de glisser plus le curseur vers l'un ou vers l'autre ? Non, il faut bien gérer parce que sans argent, vous allez nulle part. Et puis chercher de l'argent, c'est pas l'objectif. Je dirais même en gagner, c'est pas l'objectif non plus. Donc Vous parliez tout à l'heure des essais. Vous alliez passer du stade à essayer sur l'animal, ensuite essayer sur l'homme avec des volontaires. En connaissez-vous déjà quelques-uns, savez-vous s'il y a déjà des gens qui se portent volontaires ? Alors, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Une fois que vous avez, à la sortie de la phase 1, vous avez défini la dose qui est utilisable chez l'homme, il n'y aura pas d'effets secondaires, etc. Vous avez bien défini, vous êtes en sécurité, on va dire. À ce moment-là, vous passez pour l'étude de phase 2, qui est l'étude d'efficacité. Et là, on va dire qu'on avait deux possibilités. La première, c'est de s'adresser à des patients trisomiques âgés, atteints d'Alzheimer, et puis essayer de voir si on ne peut pas ralentir le déclin cognitif, la pente de déclin. Donc ça, c'est une première option. Et l'autre option, et c'est celle qu'on a choisie, c'est plutôt de s'adresser à des enfants ou des adolescents qui, eux, sont dans leur courbe d'apprentissage et voir si on ne peut pas augmenter la pente de leur courbe d'apprentissage. Donc plutôt aller vers quelque chose de bénéfique, de positif pour eux et d'améliorer leur apprentissage et leur mémorisation. Et ça nous semble plus intéressant et peut-être plus facile, entre guillemets, parce que ces enfants et adolescents ont peut-être moins de comorbidités que des patients âgés atteints d'Alzheimer et évidemment toutes sortes d'autres maladies. Et donc c'est vrai, quand vous arrivez avec un nouveau produit chez un patient qui prend déjà 3, 4, 5 autres médicaments, c'est très difficile de bien trier, de bien comprendre ce qui se passe dans la réalité, quoi. Du coup, comment imaginer cela ? C'est-à-dire, j'imagine des patients qui prennent donc déjà plusieurs produits. Il faudrait qu'ils arrêtent de les prendre. Et encore, ça dépend desquels. Et ensuite, pour avoir un essai de façon un peu sain, un peu objectif, si je puis dire. C'est très difficile, justement, d'avoir d'abord une population homogène. Plus les gens sont jeunes, plus ils sont, on va dire, relativement plus homogènes. Et puis aussi, ils prennent moins de médicaments, probablement très peu. Donc c'est pour ça qu'on pense que vraiment, si on peut faire une preuve de concept chez des jeunes, donc des enfants, des adolescents, ça permettra d'avancer, d'aller commencer avec les jeunes adultes, puis avancer avec l'âge. Et le bénéfice pour les personnes atteintes de trisomie serait peut-être une meilleure capacité d'apprentissage, d'adaptation dans la société, de trouver un job, d'être plus indépendant. Et donc ça, c'est assez bénéfique sur ces patients atteints de trisomie. Oui, surtout avec les sujets actuels par rapport au sujet d'avortement qu'on connaît par rapport à ce domaine. Enfin, il y a quand même... disons que vos recherches et cette perspective de médicaments mettent quand même une lueur d'espoir pour sans doute pas mal de parents. Mais je pense que l'angoisse principale, il me semble, que des parents qui ont des enfants atteints de trisomie, c'est que vont devenir notre enfant une fois que nous on sera décédés. Parce que la société est très dure, malgré le discours bien pensant, les gens sont durs et ils sont pour aider les gens handicapés ou en difficulté, mais ça ne les empêche pas de se garer sur leur place handicapés sur les parkings. Dans la réalité, les gens sont assez durs. Et donc, si les personnes sont en plus de place dans la société, je pense qu'elles sont plus autonomes, ça se passera mieux pour elles. Et alors, on pourrait dire, il y a certaines personnes qui pensent, la trisomie, finalement, le problème est résolu, détection précoce, avortement, c'est réglé. Mais la réalité, elle est différente.
on voit qu'il y a 2 vecteurs qui modifient la prévalence de la trisomie 21. D'un côté, voilà, le développement de l'avortement, et tout le monde ne fait pas appel à ça. Et puis, de l'autre côté, c'est l'âge au moment de la grossesse, l'âge de la mère au moment de la grossesse. Et là, plus la personne est âgée, la femme est âgée, plus la probabilité d'avoir un enfant trisomique augmente. Et donc, dans certains pays, en fait, la prévalence de trisomie augmente parce que l'âge moyen de grossesse s'élève. Ces pays-là viennent-ils vers vous, justement, par le biais d'associations ou même des gouvernements, peut-être, je ne sais pas? Non, pas encore à ce stade, parce qu'on est encore à des stades précliniques, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on interviendra. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, je pense, c'est que c'est comme souvent dans l'histoire de la médecine, on voit que quand on travaille sur une maladie, il y a des répercussions sur d'autres maladies qui n'étaient pas prévues. Oui. Et donc là, la trisomie permet d'aborder la maladie d'Alzheimer. Et alors j'aime bien cette idée parce que finalement c'est le plus faible, la personne handicapée, celle qu'on considère avec un mépris ou condescendance, qui va peut-être aider la population générale qui fait face à cette pathologie qui touche tout le monde, quel que soit finalement le milieu social, etc. Donc c'est peut-être un beau cadeau que les trisomiques vont faire à la population en général. Et finalement, d'un handicap ou d'une difficulté, on va peut-être tirer des choses utiles à tout le monde. Et donc peut-être qu'on verra aussi les handicaps un peu différemment. C'est un peu cette image de la pierre d'angle qu'avaient rejeté autrefois les bâtisseurs. Oui, j'aime bien cette idée, voilà, que le faible aide le fort, ou celui qui se sent fort, on va dire. Et alors, c'est valable pour la maladie d'Alzheimer, mais également pour le diabète. Et là, récemment, il y a plusieurs personnes, et puis nous aussi, on a vu que l'inhibition de cette kinase DIRC favorisait, c'est de façon tout à fait inattendue, favorise la prolifération des cellules bêta du pancréas. Les cellules bêta, ce sont les cellules qui produisent l'insuline. Et donc, dans le diabète de type 1, il n'y a quasiment plus de cellules bêta, mais il en reste un tout petit peu. Ça pourrait suffire si on pouvait les stimuler, ça pourrait peut-être suffire pour compenser. Et dans le diabète de type 2, là, il y a à peu près aussi la moitié des cellules bêta qui sont manquantes. Donc là aussi, on pourrait peut-être stimuler la prolifération de ces cellules et produire davantage d'insuline. Voilà, et à nouveau, vous avez une maladie, c'est pas une maladie rare, la trisomie, mais une difficulté qui touche relativement peu de gens, proportionnellement, dont l'étude pourrait bénéficier à l'ensemble de la population. Alors, dernière question, par rapport à l'emploi du temps prévu, où est-ce que vous en êtes et quelle est la prochaine étape que vous attendez avec impatience? Alors moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de pouvoir lancer la synthèse du kilo et demi de produits et lancer l'étude de préclinique réglementaire. Donc ça, on a les devis, il suffit de lancer les bons de commande et puis on fait encore quelques petites études en attendant de lever les fonds et puis voilà, il suffit de trouver un peu d'argent, quoi. Enfin, un peu, entre guillemets, c'est autour de 5 à 12 millions, on termine toute l'étude jusqu'à la fin de la phase 2. Alors, si par hasard des gens qui nous écoutaient, ou des entreprises qui nous écoutaient, voulaient vous aider, comment peuvent-ils faire? Vous contacter ou... Oui, bien sûr. En fait, on fait, comme toutes les biotech, souvent les biotech dépensent de l'argent mais n'en gagnent pas avant longtemps, donc c'est un modèle économique très particulier. Évidemment, après, quand ça marche très bien. Mais donc on fait des levées de fonds, avec des business angels, également avec des fonds d'investissement, et donc avec l'idée c'est que en contribuant financièrement, vous avez une part dans la société, et quand la société marche bien, vous récupérez votre part avec un multiplié. Ceci dit, c'est du long terme, c'est du risque, c'est pas du tout comme si vous achetez un parking ou un immeuble, mais c'est peut-être plus excitant parce que c'est une vraie aventure. Oui, et bien c'est sur ce mot d'aventure que nous allons clore cette émission. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation pour vos travaux. Merci.